Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce deuxième numéro de Questions de choix, les élèves de l'école d'architecture de Bordeaux et de l'école de commerce Kedge Business School ici à Talence vont aller aujourd'hui à la rencontre du député maire écologiste de Bègles, Noël Mamère. Clémence, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en architecture, vous avez 20 ans. Que représente Noël Mamère pour vous? Noël Mamère, c'est une figure du mouvement écologiste forte, mais je connais surtout ses phrases et ses actes un peu chocs. C'est vrai que dans notre génération, beaucoup l'associent à José Bové, des actions sur le terrain hyper médiatiques qui floutent un peu des fois la parole politique. Et finalement, je connais assez peu les autres facettes de sa personnalité. Clémence, bonjour. Je vous présente Noël Mamère. Noël Mamère, merci d'avoir accepté l'invitation de Questions de choix ce soir. Alors, la vie d'un homme est faite de différentes facettes. Votre vie, une partie de votre vie est, je crois, dans ce cube. Ah, vous me réservez des surprises, là. Absolument. Justement, pour mieux vous connaître, je vous propose de me commenter par une phrase un peu courte cette facette. Vous, jeune, vous étiez déjà ambitieux, vous aviez l'impression, l'imaginaire de ce que vous pouvez aller être votre vie. Non. Là, je devais avoir 10 ans. J'étais à Libourne, une enfance heureuse. Heureuse. Avec des parents très aimants et des frères et sœurs que j'aimais beaucoup. Un caractère Voilà. peut-être Non, un caractère fort, qui n'avait pas du particulier. tout l'intention de qui ne pensait pas du tout à la politique. Plutôt Qui, à cette peut-être, époque, sans doute, à 10 ans, je devais rêver d'être paysan. D'accord. Parce que j'allais en vacances chez mes grands-parents en Dordogne à Ribérac, où je faisais le paysan avec mon grand-père. On vous connaît aussi journaliste. Vous n'aviez pas cette ambition-là? C'est là. Ah là, si, journaliste, oui, mais ça c'est l'époque où je important présentais, pour ça vous? c'est la deuxième période de ma vie de journaliste à Paris, parce que j'ai commencé mon métier à Bordeaux, à l'ORTF. Ça vous permettait de mettre en avant certains sujets qui vous tenaient à cœur? Ah oui, mais ça c'était le journal d'Antenne de Midi, c'est-à-dire le 13h d'aujourd'hui, mais pendant 5 ans auparavant, j'ai animé et créé une émission avec Louis Berriot qui s'appelait C'est la vie, qui était une émission finalement assez militante, qui était la première émission généraliste consacrée à l'environnement et à la défense du consommateur. Et c'était ma passion, comme le journalisme reste ma passion, ça ne me quittera jamais. On vous connaît aussi en tant que maire. C'était important d'avoir une action politique sur votre face. Oui, voilà. alors le maire, oui, ça pour c'est... mettre en action vos idées, Tout à fait, ça c'est en 1989, ma première élection à la mairie de Bègles. Le jeune homme, qui est d'ailleurs toujours élu dans mon équipe, s'appelle Franck Joandé. C'était le plus jeune élu de l'équipe, et c'est la raison pour laquelle il me passe l'écharpe. Oui, j'ai fait ce choix, j'avais 42 ans. C'était pour passer, comment dire, du dire au faire. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce que je voulais faire dans le journalisme, encore qu'on ne le fait jamais, et de me rendre utile autrement à mon pays. Être député, c'est une autre manière de le faire à Ah oui, l'Assemblée? être député, c'est Absolument. autre chose. Être député, c'est très important, puisque ce sont les députés qui votent les lois. Donc c'est construire l'état de droit. Allez, encore quelques photos en quelques mots. Votre militantisme pour l'écologie, Oui. on vous connaît, c'était résister, c'était quoi? Exister, se Vous montrer? savez, je suis à lier le Bordeaux, je journalisme. suis dans votre école. J'ai fréquenté à quelques centaines de mètres d'ici la faculté de droit et l'Institut de sciences politiques. J'étais un élève de Jacques Ellul et en même temps un de ses disciples, si on peut employer ce mot, ainsi que de Bernard Charbonneau, que je considère comme les pères fondateurs de l'écologie. Et dès les années 60, fin 69-70, je me suis trouvé à leur côté, je suis devenu écologiste. Donc c'est tout à fait naturel qu'on me retrouve ici, à Mainville, en Tarn-et-Garonne, je crois, va en juillet reparler de ce 2004, combat en cours de où j'ai l'émission. arraché un pied d'OGM. C'est la désobéissance civile telle que l'avait définie Henri David Thoreau. Et face C'était à la Dernière photo, désobéissance, Alors la Le désobéissance, rôle bien pour d'avocat. défendre les désobéissants, il faut des avocats. Donc je me suis dit, je vais faire du 2 en 1. Je vais être avocat et défendre les désobéissants. Mais je me suis fait au maître du barreau de Paris en 2011, après avoir prêté serment en 2008. Pour tout vous dire, j'en avais assez d'entendre M. Copé dire « Oui, je suis avocat, très chèrement payé, mais Noël Mamère l'est aussi ». Sauf que j'ai fait 4 plaidoiries bénévoles pour des faucheurs volontaires, pour Olivier Besancenot contre la ça vous société permet Taser. donc de lier un peu toutes ces facettes? Oui, le disons militantisme, que le c'est droit, pas si mal choisi. Alors C'est on pas va, si mal revenir, on choisi. va revenir sur toutes ces facettes, Noël Mamère. Nous allons aller rejoindre les autres étudiants. Merci Clémence, dans la cafétéria de l'école juste à côté. Mais j'aimerais tout d'abord vous montrer quelques photos, feuilleter un album photo. C'est votre vie, une partie de votre vie. On regarde ces photos et on retrouve les autres étudiants. Merci. D'accord.
Alors, on se retrouve ici à la cafétéria de l'école Kedge Business School. Noël Mamère, nous allons aborder les différentes étapes de votre vie, vos engagements. Et pour vous interviewer, je vous présente les étudiants Margot, Anne-Marie, Julien et Éloi. Bonjour. 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 Alors, dans cette émission, nous allons revenir évidemment sur votre engagement à Bègue, votre engagement pour la région, le pays, voire même la planète. Mais avant cela, Éloi a décidé de vous présenter avec le regard de sa génération. Éloi. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Alors moi quand je vous ai découvert la première fois en fait c'était à la télévision, j'étais assez jeune et c'était quand vous avez prononcé le premier mariage homosexuel dans votre mairie à Bègle. Donc j'avais vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose d'important, il y avait de la joie, il y avait de l'incompréhension un peu, enfin j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de fort et donc je vous ai découvert comme ça et après je me suis un peu plus penché sur votre vie et je ne savais pas mais vous pratiquiez en fait l'escrime quand vous étiez jeune et je me suis demandé si cet art de la parade, de la riposte, l'attaque, vous en serviez encore aujourd'hui. Eh bien, ma foi, ce n'est pas une mauvaise image. En effet, on dit qu'à l'escrime, au sentiment du fer, il faut travailler du chapeau, disait un vieil escrimeur. C'est un sport de réflexe, mais c'est aussi un sport de tactique. Il faut savoir se défendre, effectivement. Peut-être que l'escrime m'a appris à combattre en politique, jamais dans la violence, mais toujours dans le débat d'idées. C'est vrai qu'en politique, on prend des coups, on en donne aussi. C'est une fonction difficile, ce n'est pas un métier. C'est violent, c'est rude. Mais je crois que lorsqu'on a quelques convictions chevillées au corps, il ne faut pas hésiter à affronter ses coups et ses défis pour faire triompher ses convictions. Parce que oui, on vous connaît aussi pour les arrachages sauvages des plants d'OGM. On a vu une image où vous êtes aussi à la guitare, donc vous avez le côté escrime attaquant, mais vous avez peut-être la musique qui adoucit les mœurs, comme on dit. Donc... Oui, je ne sais pas, vous savez, lorsque j'avais votre âge, un peu plus de 20 ans, que j'étais étudiant en droit et à Sciences Po et que j'étais jeune journaliste à Bordeaux, je chantais dans un café-théâtre qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'Onyx, qui est à Bordeaux, qui a été le premier café-théâtre de province. J'étais à l'époque auteur, compositeur, interprète, mais il vaut mieux oublier mes chansons. Il y a des images de cette période ? Il n'y a pas d'image de cette période, mais il y a une chanson qui est finalement devenue célèbre dans le top de la ringardise. C'est une chanson que j'ai interprétée, qui est une de mes chansons, que j'ai chantée dans une émission de deux copains qui travaillaient avec moi dans l'émission C'est la vie, et qui faisait une émission l'après-midi et qui n'avait rien trouvé de mieux que de m'installer dans une piscine, là où ils faisaient l'émission, dans un peignoir pour chanter les enfants. On voit la photo en tous les cas. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir déposé les droits à la SACEM parce qu'elle est dans tous les bêtisiers depuis à peu près 10 ans. Elle est restée enfouie dans les archives. Je l'ai enregistrée en 82. Elle est restée enfouie dans les archives jusqu'à ce qu'Internet arrive et qu'un gars sur YouTube trouve ça. Voilà. Et donc ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et chaque fois que je suis invité dans une émission de télévision, Monsieur Mamère, je vais vous faire une surprise. On ne va pas la mettre, vous inquiétez pas. Je la connais. On n'a pas remis là cette chanson. Non, on ne va pas tomber dans ces bassesses. Mais j'ai écrit d'autres chansons qui n'étaient pas dignes des abîmes. Et donc à 20 ans, vous faisiez de la musique dans un groupe, mais moi là j'ai 20 ans. Vous, quand vous aviez 20 ans, on était près de mai 68. Oui. Est-ce que vous avez fait, je sais pas, votre service militaire? Non, je n'ai pas fait mon service militaire. Je vais vous faire une confidence, comme dirait Sarkozy, j'ai été exempté pour pieds creux. D'accord. Vous aviez les pieds plats? Non, les pieds creux. Faites attention, dans le journalisme, il faut suivre ce qu'on dit si vous voulez faire de bonnes interviews. Non, j'avais les pieds creux, c'est rare. Très bien. Du coup, non, je n'ai pas fait le service militaire, mais à cette époque, je me battais avec les écologistes, et pas simplement les écologistes, contre la suppression des tribunaux militaires d'exception, des tribunaux militaires, qui étaient des tribunaux d'exception. Et l'un des résultats de mai 68, c'est en effet la disparition de ces tribunaux. Ça ne vous a pas empêché d'avancer, ces pieds creux? Merci beaucoup, oui. Peut-être des fois un peu cas un cas. J'ai vu, je suis tombé sur une photo où vous êtes tout souriant avec Daniel Cohn-Bendit à un meeting, je ne sais plus, mais vous avez eu un rapport... J'ai fait beaucoup de meetings avec Dani. Vous avez eu un rapport dans votre jeunesse en mai 68 peut-être? Non, alors non, parce que Dani est un petit peu plus âgé que moi. Moi j'étais provincial, j'étais bordelais. J'étais un peu en retard à l'école, donc j'étais encore dans un collège. Donc j'ai connu mai 68 depuis le collège. En fait, j'ai connu les conséquences de mai 68 en arrivant à la fac ici à Bordeaux en 1969. Mais je garde une relation très proche avec Dani Cohn-Bendit. C'est lui qui avait d'ailleurs lancé l'idée que je sois candidat à la présidentielle en 2002, lorsque j'ai été candidat des Verts. Et je garde toujours des relations très proches avec lui parce que c'est un garçon qui est entré dans l'histoire,
qui sait garder une certaine modestie, une grande humanité, et qui est toujours visionnaire, qui a toujours un temps d'avance sur ce que deviendra la société. Éloi, pour conclure. Une dernière question. Très vite. Très vite. Qu'est-ce que vous diriez à nous qui avons 20 ans et avec votre expérience? Je vous dirais que vous n'êtes pas dans la même société, vous êtes dans une société qui est beaucoup plus dure que celle que j'ai connue, parce que le chômage, la précarité sont là, mais vous avez 20 ans, vous avez toute la vie devant vous, et il faut vaincre la fatalité. Comme l'a expliqué l'une de vos amies qui m'a interrogé tout à l'heure, reprenant une phrase d'Ellul, exister, c'est résister. Vous existez, vous allez résister. Merci Éloi. Merci. À tout à l'heure Éloi. Alors, nous allons rentrer dans le cœur de cette émission. Nous allons très rapidement aborder ce premier chapitre. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on retrouve Martin. Martin qui surveille les réseaux sociaux pour nous et qui peut peut-être nous donner déjà les premières questions de nos internautes. Martin. Oui, merci Franck. Effectivement, j'ai scruté les réseaux sociaux. Donc Noël Mamère, vous avez évoqué votre passion pour le journalisme. Une des personnes du coup, qui nous suit voudrait vous poser la question suivante. Noël Mamère, pourquoi avez-vous quitté le métier de journalisme? Alors je n'ai pas vraiment quitté le métier de journaliste parce que je propose encore des idées de documentaires qui sont diffusées par certaines chaînes comme France 5 ou Arte. Le dernier a eu d'ailleurs pas mal de succès, il s'appelait L'urgence de ralentir. C'était après une lecture d'un sociologue allemand qui s'appelle Armut Rosa, qui a écrit un livre qui s'appelle L'accélération, et qui explique qu'aujourd'hui, on est dans le haut débit, le très haut débit, on veut toujours aller plus vite, mais nous sommes un peu comme des hamsters dans une roue. On va très vite, mais en fait, on fait du surplace. Et donc, il faut se méfier de ces délires de l'urgence, qui d'ailleurs contaminent aussi l'information, où il faut être le premier sur tous les événements, y compris sur ce qui n'est pas un événement. Et donc, c'est vrai que le métier de journalisme, je ne l'abandonnerai jamais, mais je n'ai plus ma carte de presse depuis bien longtemps, évidemment. Mais pourquoi je l'ai abandonné? Je ne l'ai pas abandonné vraiment. J'ai eu le sentiment que j'avais... Enfin, c'est un chemin, en fait. J'ai commencé comme militant écologiste quand j'étais à l'université. Ensuite, j'ai fait des émissions, finalement, qui étaient des émissions militantes. C'est la vie dont j'ai parlé au début de l'émission, la parenthèse très heureuse du journal de 13 heures, où je m'imposais une obligation de réserve pour respecter les téléspectateurs. Et puis une troisième période qui était la période de résistance, qui était une émission consacrée aux droits de l'homme, une émission de reportage, où j'allais à la rencontre des victimes plutôt que des bourreaux. Et donc d'une manière naturelle, j'ai voulu m'engager, j'ai voulu mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière pour contribuer à changer ma société. Martin, on viendra vous voir tout à l'heure pour les questions web. Noël Mamère, vous connaissez le jeu des règles de la télévision. On aura besoin parfois, si on veut aborder toutes les questions, d'être un peu plus court. Parfois un peu plus court sur certaines réponses. Le premier chapitre, donc, nous l'avons bien compris, Bègle a été votre lieu de naissance en politique. Bègle probablement également un tremplin, un territoire d'expérimentation aussi. C'est ce que nous allons aborder maintenant avec les étudiants. Et c'est Julien qui vous pose la première question. Donc, comme vous l'avez, je me pose la question, en fait, c'est comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez grandi à Libourne, vous êtes originaire de là-bas, et en fait, vous avez choisi Bègle pour exprimer vos idées politiques. Pourquoi? C'est le hasard des circonstances qui m'a conduit là. J'ai commencé ma vie politique comme suppléant de Gilbert Mitterrand à Libourne aux élections législatives de 88. Et là, il y avait des Bèglais qui participaient à cette campagne et qui m'ont dit: on pense que la gauche non communiste peut être majoritaire, mais il leur manque l'homme pour les conduire. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, je savais que je tournais une page, que mon métier de journaliste était derrière moi. Et j'ai accepté ce défi qui était très difficile. Et je ne le regrette pas une seconde parce que voilà, ça fait 26 ans que je suis maire de Bègle. J'ai un grand attachement à ma ville. Et j'espère que les Bèglais me le rendent bien. D'ailleurs, ils le font chaque fois qu'il y a des élections, oui. C'est le hasard qui m'a conduit à Bègle. Donc, en fait, vous venez d'évoquer, Bègle avant vous était communiste. Oui. Bordeaux à côté était de droite, à l'époque. Et enfin, comme toujours. Toujours. Et, oui, toujours, pardon. Et en fait, j'ai l'impression que ce sont deux villes qui sont complètement distinctes et deux entités complètement différentes. Et pourtant, elles sont voisines. Oui. Et notamment, j'entends beaucoup aussi les Bèglais dire qu'ils ne sont pas forcément bordelais et un peu vice-versa. Il y a un peu peut-être une guerre qui se crée. Oui. Et, est-ce que vous, à votre échelle de maire, vous percevez cette rivalité? Non, moi je pense que la guerre c'est fini, s'il y a eu une guerre. Il y avait la guerre entre les clubs de rugby, entre le Stade Bordelais qui était le club des bourgeois et le CAB qui était le club des prolos. Et je me suis battu avec la famille Moga et ceux qui voulaient garder le rugby pour que les deux entités se réunissent et que ça devienne à terme l'union Bordeaux-Bègle. Et je ne me suis pas battu bêtement en faisant du localisme chauvin pour que ce soit Bègle avant Bordeaux. Je trouve que c'est vrai qu'il y a une singularité bèglaise qui est liée à son histoire sociale. Moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui m'ont précédé,
pour ces ouvriers qui se sont battus et qui ont fait de Bègles ce village qui prétendait être unique, qu'il est encore, c'est encore un village. D'ailleurs, le slogan que j'ai trouvé pour Bègles, c'est village urbain, c'est-à-dire une ville qui se développe, qui s'ouvre, mais qui garde sa mentalité de village, comme l'a montré tout ce week-end la fête de la morue, qui est une fête très familiale et très conviviale. Voilà, mais de guerre avec Bordeaux, non. Je m'entends bien avec le maire de Bordeaux. Nous ne sommes pas dans les mêmes familles politiques, mais nous faisons, j'espère, preuve d'intelligence politique pour dépasser ces préférences partisanes et travailler pour l'agglomération. Allez, la question suivante, c'est Anne-Marie qui la pose. Et justement, on a vu avec Alain Juppé, dans la première édition de Questions de choix, que la métropole a l'ambition d'atteindre le million d'habitants d'ici 2030. Est-ce que vous adhérez à cette ambition du million? Oui, j'adhère à cette ambition, même si 1 million, ça fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'ils s'imaginent que ça va être une mégalopole invivable. Pourquoi 1 million d'habitants? D'abord, ce n'est pas Alain Juppé qui a fixé cet objectif, c'est son prédécesseur, Vincent Feltès, mais qui a été repris par Alain Juppé, a repris cette idée-là. Et c'est très bien. 1 million d'habitants, pourquoi? Parce que nous savons qu'il n'y a rien de pire en termes d'effet sur le réchauffement climatique, en termes d'exclusion, d'isolement, que la relégation et que l'étalement urbain qui relègue les familles les plus modestes, qui ne peuvent pas bénéficier de la mixité sociale lorsqu'elle n'est pas offerte et qui sont obligés d'aller aujourd'hui même jusqu'à Fargues de Langon. Et donc il faut essayer de densifier nos villes, de lutter contre l'étalement urbain en construisant au plus près des transports collectifs pour rapprocher son domicile de son travail. Donc oui, je pense que c'est bien, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut bien le maîtriser avec le plan local d'urbanisme. D'ailleurs, j'ai le sentiment que vous avez une volonté de maîtriser votre population à Bègles. Est-ce que ce n'est pas deux dynamiques opposées? Non, parce que Bègles, lorsque j'ai été élu maire de Bègles, la ville comptait 23 000 habitants. Elle avait perdu 6 000 habitants en 20 ans. C'est une hémorragie terrible. Donc il fallait que je redonne de la vie et du sang neuf à ma commune. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il fallait élargir d'une manière considérable l'offre de garde de la petite enfance. Donc j'ai développé les crèches parentales, ce qui a attiré des couples jeunes avec des enfants en bas âge, qui ont acheté des échoppes qui ne coûtaient pas très cher et qui les ont retapées. Donc aujourd'hui, Bègles est une ville jeune, elle compte 26 000 habitants. Il ne faut pas qu'elle... Si vous voulez, c'est toujours la question du compromis, mais je pense que si le jour où Bègles aura 35 000 habitants, ce sera très bien, mais on construit beaucoup à Bègles, on nous reproche même de trop construire. Alors justement, on va parler construction, projet, élaboration, et c'est Margot qui enchaîne sur cette question. Vous semblez laisser une grande place à l'expérimentation et à la nouveauté dans l'architecture, dans l'urbanisme. On a les exemples de la ruche, 11 logements pour 11 familles construits en terre et en paille sur un modèle participatif où les familles ont participé à l'élaboration du projet. Il y a le quartier Terre-Neuve, les hauts plateaux. Dans un tissage pourtant ancien de maisons ouvrières, est-ce que c'est ça l'avenir de la fabrication de la ville ? Oui, d'une certaine manière, mais vous remarquerez que les Terre-Neuve, ce que j'ai appelé les Terre-Neuve, qui avant s'appelait la cité Yves Farge, les Terre-Neuve, c'est la conjugaison de 3 éléments qui me semblent indispensables pour la restructuration urbaine. Il y avait une cité avec des tours qui étaient fermées, qui étaient vraiment enfermées par une barrière d'échoppe, par le boulevard Jean-Jacques Bosque et par un mur de béton qui protégeait l'établissement de matériel médical des armées. 10 bâtiments de 1000 mètres carrés chacun qui étaient occupés par du matériel, qui a été abandonné au moment de la réforme de l'armée par le président Chirac en 1995. Et donc, j'ai saisi cette occasion qui était difficile à porter pour me rendre acquéreur de l'établissement du matériel médical des armées, qui sont devenus les Terre-Neuve, où il y a beaucoup d'activités aujourd'hui, pour restructurer la cité Yves Farge, où on a fait tomber les tours dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. Et troisième aspect, le transport collectif, le tram, traverse cette cité qui était inatteignable et enfermée pendant des décennies et traverse aujourd'hui la ville. Ce sont 3 éléments qui me paraissent importants. Mais pourquoi je l'appelle village urbain? Parce que je ne touche pas au tissu des shops. Est-ce que ce renouveau urbain, ça passe forcément par le recours à des architectes de renom, à du modèle participatif ou à autre chose? Le modèle participatif, c'est pas tout à fait la même chose que les architectes de renom. Il y a d'ailleurs des architectes de renom qui peuvent s'intéresser à l'habitat participatif. Je pense en particulier à Patrick Bouchin, l'architecte qui a refait la piscine de Bègles en la conservant, comme on dit, dans son jus, c'est-à-dire ce qu'elle était en 1932, à l'époque de la période Art déco. Et c'était vraiment des bains-douches et ça garde toujours ce caractère très populaire et préservé en lui donnant une autre affectation, une nouvelle affectation. C'est ça qui est important. On ne refait pas des bâtiments pour qu'ils restent comme ils étaient avant, mais on respecte les traces de leur histoire. Et l'habitat participatif, c'est essayer de montrer qu'on peut éviter la spéculation immobilière
quand on construit. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Hein. On a mis 2 ans et demi à réunir ces familles, à trouver les 10 familles qui arrivaient à s'entendre. On va lancer un autre programme participatif en face de la mairie, sur la ZAC mairie. Est-ce que c'est possible à une plus grande échelle que seulement... Mais bien sûr, mais moi je suis un ami des architectes. Et je pense que les architectes, ils ne sont pas là simplement pour faire des gestes. Il faut éviter la vanité architecturale. Un bon architecte, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui s'intègre dans le paysage, qui n'est pas simplement un geste. Et une fois que le geste est accompli, vous avez beaucoup de difficultés à habiter dans ce qu'a imaginé l'architecte. Donc aujourd'hui, les architectes ont pris conscience très nettement de cette nécessité. Et moi, chaque fois que je lance des programmes immobiliers d'importance, j'organise des concours et je suis très heureux lorsque des architectes de renom y participent, parce que bien souvent, il s'agit de logement social. Et je considère que le logement social, ce n'est pas du sous-logement pour des sous-citoyens, mais qu'il mérite que les meilleurs architectes français et européens s'intéressent à leur vie et à leur habitat. Éloi, prendre le relais. Et justement, moi, quand je me suis baladé dans votre ville de Bègles, je me suis déjà un peu perdu. Oui, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de centralité urbaine à Bègles. Et je respecte ça, c'est une conjugaison de quartiers. Mais je voulais dire par ça que, en fait, bon, j'ai pas encore visité toute la France, même si c'est un de mes vœux, mais j'ai un peu retrouvé des bâtiments qu'on retrouve un peu partout en France. Il y a une mode, il y a des modes en architecture. Et est-ce que le résultat, voilà, des terres neuves, des hauts plateaux, ont-ils répondu à vos attentes vraiment que... Oui, bien sûr qu'il y a des modes. Je pense que les terres neuves, peut-être qu'il y a des bâtiments qui se démoderont à terme, mais le problème était de savoir comment faire habiter des familles qui étaient dans des tours, leur offrir des bâtiments, enfin des appartements beaucoup plus modernes, beaucoup plus fonctionnels. Je pense que d'une manière générale, les terres neuves, c'est plutôt réussi maintenant, même s'il y a des critiques. Quant aux hauts plateaux, ça n'a rien à voir. Les hauts plateaux, c'est vraiment une innovation française, inspiré du travail d'un architecte que vous, étudiants en architecture, vous connaissez, qui s'appelait Frei Otto, qui a construit dans les années 80 sur le territoire de l'ancienne nonciature apostolique de Berlin, qui a construit des maisons sur des plateaux de béton. Donc l'idée, c'est de dire, plutôt que de vendre du foncier, on va vendre des plateaux de béton, ça. Et chacun pourra construire la maison qu'il souhaite sur ce plateau, avec un jardin et la possibilité de moduler son habitat. C'est-à-dire que lorsque votre famille s'agrandit, vous prenez sur votre jardin. Et lorsque vos enfants partent, eh bien, votre jardin redevient à la dimension originelle. Les hauts plateaux, c'est une innovation en France. Ça pose d'ailleurs des problèmes aux juristes, parce qu'il y a la question des coursives, de la distribution de ces maisons. Est-ce qu'il s'agit, comme ce ne sont pas des copropriétés, quelle est la compétence? Qui a la compétence sur ces coursives? La ville, les propriétaires? Ça pose donc des problèmes juridiques nouveaux. C'est très intéressant, mais les hauts plateaux, ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut... Si vous allez en France, vous ne verrez pas d'autres projets de hauts plateaux, sauf à Villeurbanne, je crois. Alors on va enchaîner sur un deuxième thème qui est dans la continuité du premier. Parmi les nombreuses missions du maire, on l'a vu, il y a notamment la construction de nouveaux logements. Ça fait partie de votre quotidien. Architecture et écologie font-elles bon ménage? C'est la question qu'on peut se poser. C'est Margot qui enchaîne sur ce thème. Alors, on restreint souvent la ville écolo à de la verdure ou à des normes. Dites-nous en quoi ça va plus loin. C'est surtout pas ça. Ça, c'est une perversion de ce qu'on appelle l'habitat écolo. Oui, bien sûr. Architecture et écologie, ça doit faire bon ménage. On voit bien qu'il y a une évolution dans la formation des architectes, qu'il s'agisse de la France, mais aller par exemple dans des pays comme le Chili, en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'architectes qui sont aujourd'hui très inscrits dans cette logique de ce qu'on appelle indûment le développement durable, c'est-à-dire construire comme le faisaient, comme l'ont fait leurs prédécesseurs, des machines à habiter, mais qui soient complètement intégrés dans le paysage et qui en même temps fassent appel à des matériaux. Mais l'habitat écologique, c'est pas simplement répondre aux normes de basse consommation ou d'énergie zéro. On l'a fait au lycée Vaclav-Havel avec la région, qui est un lycée à énergie positive. Être écologique, c'est développer ce qu'on appelle les communs, l'économie collaborative, la gestion collective. Par exemple, dans l'habitat participatif, il n'y a plus de chambre d'amis. Pour éviter, parce qu'on sait très bien que c'est sous-utilisé. Donc il y a une chambre collective, il y a un jardin partagé, il y a une laverie commune, il y a des vélos à disposition. C'est créer un ensemble, c'est créer les moyens de vivre ensemble. En fait, on ne fait que réinventer l'eau chaude, parce que je vous rappelle qu'ici, en Gironde, c'est très intéressant. On a connu l'expérience des castors.
ces ouvriers qui avaient construit en coopérative, qui avaient construit leur maison. Ben, on revient à ce qu'avaient inventé ceux qui étaient dans des difficultés financières et qui avaient le génie de trouver des solutions pour survivre dans de bonnes conditions. On va voir qu'il y a quand même des choses qui sont un peu nouvelles et que vos adjoints vont parfois découvrir des choses à l'étranger. Margot va nous en parler. Oui, il s'agit de 2 tours à Milan, le Bosco Verticale. Donc on sait qu'avec Jean-Étienne sur Lève-Bazeille, vous vous êtes intéressé à cette question, allez le visiter. Est-ce qu'un tel projet, où donc en fait l'enveloppe de la tour est à la fois constituée de façades, mais aussi d'une très très grande importance de la végétation. Est-ce que ce genre de projet pourrait voir le jour à Bègles? Pourquoi pas? C'est un projet très intéressant. Effectivement, il existe à Milan. Il a cette vertu très intéressante de mêler architecture et biodiversité. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui la 6e extinction après celle des dinosaures, c'est-à-dire un bouleversement, une éradication massive de la biodiversité. S'il n'y a plus de biodiversité, c'est la fin de l'espèce humaine sur la planète, et c'est l'Homo sapiens qui est le principal responsable de cette atteinte à la biodiversité. C'est ce que les spécialistes appellent l'anthropocène, l'action de l'homme qui est plus importante que les évolutions du climat. Donc ce projet de tour dans lequel on fait revenir la nature, c'est très intéressant parce que la nature revient, et avec la nature reviennent des oiseaux, reviennent toute une série de... Est-ce que c'est pas un peu superficiel? Bah, écoutez, non, parce que je pense qu'aujourd'hui... alors, c'est superficiel si on ne s'attache pas, par ailleurs, à éviter, par exemple, à construire là où on pourrait cultiver. C'est la question de l'agriculture urbaine, c'est la question de la reconquête des déprises agricoles pour qu'elles restent agricoles et que, par exemple, on n'y fasse pas passer une ligne de train à grande vitesse qui va déménager le territoire. Alors juste un mot, on va revenir sur la piscine, vous l'avez abordé tout à l'heure, la piscine de Bègles qui a fait l'objet d'une pensée très intéressante. C'est Anne-Marie qui va revenir sur ce thème parce que ça mérite d'être développé, Anne-Marie. Donc justement, on a pu voir que dans la réhabilitation de cette piscine, l'écologie est devenue un plaisir et séduisant. Est-ce que c'était ça l'objectif de départ dans ce projet? Ah oui, c'était l'objectif de départ. Vous savez, cette piscine, on l'a fermée parce qu'elle était complètement dépassée, les normes étaient dépassées. Les Béglés ont fait des actions collectives pour demander la réouverture de la piscine. En général, sur les 90% de ceux qui demandent l'ouverture d'une piscine, il y a à peu près 10% qui la fréquentent. Donc mon idée, ce n'était pas de refaire la piscine telle qu'elle était. Il y avait une piscine d'hiver, classée à l'inventaire des sites, construite en 1932, et à l'extérieur, et une piscine de grand air. Et donc j'ai trouvé l'architecte qui a eu le génie de me proposer non seulement une piscine moderne, piscine couverte, avec des chauffés aux panneaux solaires, et de faire de l'ancienne piscine qui était les bains de douche un lieu sec. Un lieu où on puisse se restaurer, un lieu où on puisse développer son corps, un lieu dans lequel il y a un hammam, un lieu convivial. Et c'est Patrick Bouchin qui l'a inventé. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a fait appel à des universitaires. Et notamment, vous avez un bassin le long de la piscine, qui est un bassin de phytoremédiation, c'est-à-dire comment on supprime, on enlève le chlore de la piscine avec ces plantes. Et juste à côté, juste en face, de l'autre côté de la rue, il y a une petite école maternelle qui s'appelle l'école Boileau. Et l'eau vient de la piscine. Et on invite nos téléspectateurs à aller découvrir cette piscine de Bègles. Elle est magnifique, oui, vraiment, c'était un lieu très agréable. Et puisqu'on parle plaisir, Julien, une question justement sur l'écologie, peut-être le lien avec le plaisir. Oui, en fait j'aimerais savoir, vous, si Noël Mamère, est-ce que vous êtes écolo? Si je suis écolo? Oui. Bon, pas plus qu'un autre, oui, peut-être plus que la moyenne. En tant que dans ma vie quotidienne? Oui. Oui, plutôt. Bon, je ne vais pas vous... Ça veut dire quoi être écolo? Plutôt, par exemple, au lieu de prendre le train entre Paris et Bordeaux et Paris, au lieu de prendre l'avion, pardon, je prends le train. Oui. Donc je peux vous parler comme un chef de gare, je connais bien, je le fais 2 fois par semaine. Quand j'arrive, je sors de la gare, je prends le tram, ma maison est à 100 mètres du tram, je pose mes affaires et je prends mon vélo pour sillonner Bègles, voilà. Et nous qui sommes peut-être pas forcément sensibles à tout ça, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire pour justement nous sensibiliser? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser les citoyens et demander aussi aux collectivités de prendre leur part de responsabilité. C'est trop facile de se décharger de ses propres turpitudes en culpabilisant les citoyens. D'abord, on ne forme pas et on n'éduque pas les citoyens à l'écologie en les culpabilisant. C'est un travail de pédagogie qui agit sur votre génération et surtout, et aussi sur les enfants. C'est prendre un certain nombre d'habitudes. C'est de montrer que, par exemple, les 300 mètres qui vous séparent de votre maison d'un transport collectif ne nécessitent pas que vous preniez votre voiture. Aujourd'hui, on s'habitue, on est peu habitué à marcher. Or, toutes les études scientifiques montrent
qu'il faut faire au moins 10 000 pas, 30 minutes de marche par jour. Par exemple, à Bègles, on a créé ce qu'on appelle les pédibus, les bus pédestres. Les enfants vont à l'école à pied, bien encadrés évidemment. Mais vous savez, on est dans des sociétés où il y a beaucoup de normes, où la sécurité envahit tout et où il n'y a plus de place, plus suffisamment de place pour ces innovations. Mais moi, je ne désespère pas que de toute façon, l'écologie et la transformation de la société, je vais employer des mots très à la mode, elle ne se fera pas verticalement mais horizontalement. Elle se fera par le bas, par l'exigence des citoyens. Ça a été très bien montré par un film qui a un succès considérable qui s'appelle Demain. Noël Mamère, nous allons voir comment réagissent les réseaux sociaux. Nous allons retrouver Martin dans quelques instants donc, pour voir quelles sont les questions qui nous arrivent. Mais avant cela, j'aimerais que nous remercions Margot, Anne-Marie, Julien et Éloi qui dans quelques instants vont laisser leur place à leurs camarades. Avant, nous retrouvons Martin. Martin, y a-t-il des questions? Oui, Franck, les téléspectateurs sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc il y a Noël Mamère, vous évoquiez une prise de conscience écologique et un de nos téléspectateurs, Pierre, se demandait aujourd'hui où se situe l'écologie sur l'échiquier politique. C'est une question intéressante, mais contrairement à ce que prétendent certains tenants de l'écologie, elle a, comment dire, moi je ne crois pas à ceux qui disent l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Parce que l'écologie, c'est une philosophie qui s'appuie sur la solidarité, la tolérance, le partage, la lutte contre les discriminations. C'est pas pour rien que j'ai marié 2 hommes à Bègles en juin 2004. L'écologie ne peut pas se cantonner au périmètre des arbres et de l'environnement. C'est aussi la question de nos libertés. C'est ce qu'ont très bien dit Ellul et Charbonneau, les personnalistes gascons. Et donc je pense qu'aujourd'hui, dire que l'écologie pourrait être à la fois de droite et de gauche, il y a des gens de droite qui ont la fibre écologique, mais la droite, c'est la conservation, c'est conserver un certain nombre de, comment dire, c'est la transmission du patrimoine, etc. Enfin, c'est une manière de conservatisme. Or, l'écologie, c'est tout le contraire. Donc je pense que l'écologie, c'est une nouvelle famille de la gauche. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'écologie, c'est le combat contre toute une gauche productiviste. Quand une grande partie du Parti socialiste défend le nucléaire, nous le combattons. Alors on va revenir sur ces points-là. On va revenir sur ces points-là avec les étudiants. On le combat aussi. Noël Mamère, je vous présente Arva, Margot, Étienne et Clémence que vous connaissez déjà. Bonjour. Bonjour. Et donc avec les étudiants, nous allons aborder cette fois-ci un 3e chapitre que nous avons intitulé « Vivre l'écologie aujourd'hui ». Alors on l'a déjà abordé évidemment, mais pour développer cette thématique, c'est Étienne qui commence. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Alors vous nous offrez une belle transition, puisque donc comme vous l'avez dit, et on sera tous d'accord avec ça, vous êtes un homme politique de gauche, élu de gauche, écologiste qui plus est, et pourtant vous avez déjà parfois pris des engagements pour le moins surprenants, pratiquement contradictoires. Je pense par exemple au centre commercial des Rives d'Arcin, oui, qui est donc ses enseignes milliardaires, son immense parking en lieu et place d'une belle berge de Garonne, la seule de la ville de Bègles d'ailleurs. J'aimerais savoir, sincèrement, si ce genre de compromis sont indispensables en politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez finalement normal et que vous referiez car ça fait partie du jeu? Je ne suis pas sûr que je le referai. Vous dites une petite contre-vérité dans la formulation de votre question. S'il y a des berges de Garonne qui ont été réhabilitées, c'est parce qu'on a construit le centre commercial. C'est pas exactement la même chose. Vous n'étiez pas né à l'époque. Je vous connais bien. Vous n'étiez pas né à l'époque où le centre commercial a été construit. Et ce centre commercial, c'était des friches de la SNCF. Et derrière les friches de la SNCF, c'était la jungle. C'était inabordable, inaccessible. Et c'est parce qu'on a créé le centre commercial, qui n'est pas effectivement la logique écologique, mais je n'avais pas d'autre solution à l'époque, que j'ai pu financer la réhabilitation des berges de Garonne, être la première ville de l'agglomération à se réconcilier avec le fleuve. C'est donc ce que vous dites, c'est un compromis. Il faut attirer les capitaux en attirant les grandes enseignes. Non, je ne referai pas ça aujourd'hui, mais à l'époque, je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas d'autre possibilité. Et mon obsession, c'était de réconcilier ma ville avec le fleuve. C'est la raison pour laquelle, avant la fête de la Morue, j'ai organisé pendant 10 ans une fête qui s'appelait les Feux de Garonne. Clémence. J'ai une autre question un petit peu dans la même lignée que celle d'Étienne. De plus en plus de projets sont financés par des groupes privés. C'est le cas par exemple des autoroutes ou du stade Matmut Atlantique à Bordeaux. En tant que député, maire et même citoyen, est-ce que ça ne vous effraie pas d'imaginer des villes qui vont devenir des villes de plus en plus privées et même une société qui se privatise de plus en plus ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je me suis prononcé comme mes amis écologistes de la métropole contre le grand stade. Je vous rappelle que le stade de Bègles, il reste à dimension humaine et qu'il doit être, je le souhaite en tout cas, et c'est ce que j'attends de la métropole et de ses engagements, qu'elle contribue au financement du centre d'entraînement de l'Union Bègles-Bordeaux et qu'elle permette à toutes ces équipes amateurs, nous avons de grandes équipes, les juniors ont été champions de France, les cadets ont été champions de France, ou en tout cas, non, les cadets finalistes et les juniors, les cadets champions de France et les juniors finalistes, c'est cette conception non privatisée du sport que nous défendons. Mais je suis d'accord avec vous. Par exemple, quand j'allais du côté du Béarn, où vivaient les parents de ma femme qui sont décédés depuis, je m'attachais à ne pas prendre l'autoroute, mais à prendre la route de l'intérieur, qui est d'ailleurs très belle. Finalement, comment on fait quand il n'y a plus de comment on fait? On fait en sorte que... Bon, pourquoi on a construit ce stade? Il paraît qu'on l'a construit pour le championnat d'Europe de l'Euro 2016. On a construit une fan zone qui va coûter 2,5 millions. Tout ça, c'est construit à l'extérieur de Bordeaux. Regardez regardez où sont les grands stades, par exemple en Irlande ou en Grande-Bretagne, ils sont en cœur de ville. Et aujourd'hui, on est au cœur. C'est le cas du stade Lescure, c'est ce qui faisait un petit peu son charme aussi. C'est exactement le cas du stade Lescure, oui. Mais le stade Lescure, il va être réservé uniquement au rugby, ce dont je ne me plains pas. Ce stade Lescure, il a été largement abandonné parce que ça va coûter très cher de le refaire. Il date de la période des années 30. Et moi, je crois beaucoup à ces équipements en cœur de ville. L'idée, c'est de dire qu'il faut se battre contre cette logique néolibérale qui consiste à privatiser beaucoup d'espaces publics. Et c'est la raison pour laquelle, à Bègles, on essaie d'éviter de le faire. Allez, Arva, pour une question également. Alors, Noël Mamère, je viens de Madagascar. Et là-bas, on est un peu écolo sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on partage les voitures parce qu'il n'y en a pas assez. On recycle parce que faire du neuf, ça coûte cher. Et on fait quoi d'autre? On éteint les lumières pour réduire sa facture d'électricité. Quand on a de la lumière. Quand on a de la lumière, effectivement. Est-ce que la solution ici, ça ne serait pas plutôt de dire aux gens soyez écolo, vous allez perdre moins d'argent, comme le font certaines enseignes de covoiturage, par exemple? Oui, c'est très juste. Alors, pour Madagascar, j'ajouterais quelque chose qui est aujourd'hui un combat que mènent les écologistes, c'est le combat contre ce qu'on appelle l'accaparement des terres, le land grabbing. Et Madagascar est malheureusement l'objet d'accaparement de terres par des sociétés privées qui achètent des centaines de milliers d'hectares par peur de crise alimentaire dans l'avenir et qui chassent les petits paysans et qui donc ne leur permettent pas d'assurer leur souveraineté alimentaire. Ce n'est pas valable que pour Madagascar, vous le trouverez dans beaucoup de pays africains. Je pense en particulier au dernier qui est livré aux appétits, à la voracité de ces sociétés qui s'appelle l'Éthiopie. Oui, bien sûr, il faut expliquer aux gens que pratiquer le covoiturage, mais vous savez, le capitalisme, comme vous l'apprenez dans votre école de commerce, il est très plastique. Blablacar, c'est né d'une idée d'économie collaborative, d'économie dite participative. Et puis le capitalisme l'a très bien récupéré. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent. Je crois que Blablacar a un capital de je ne sais plus combien de millions d'euros. C'est pareil pour Airbnb. Donc il reste malheureusement, et ça répond à la question que me posait cette demoiselle tout à l'heure, à cette marchandisation de tous les espaces de notre vie. Il ne reste plus beaucoup d'espaces d'intérêt général, ce que nous les écologistes, et au-delà, nous appelons les communs. Comment on va défendre ce qui doit être commun à toute l'humanité et protéger de la marchandisation? Une question de Margot maintenant. Noël Mamère, je suis végétarienne convaincue depuis à peu près 8 ans parce que je rejette notamment la manière dont sont traités les animaux, que ce soit dans les abattoirs ou les élevages industriels. Et on remarque qu'aujourd'hui, encore en France, les normes minimales ne sont toujours pas respectées. Donc ma question serait, est-ce trop tard pour revenir à une agriculture plus traditionnelle, qui serait donc plus respectueuse, ou est-ce que le modèle industriel actuel est le seul modèle économiquement viable? Non, ce n'est pas trop tard. C'est la raison pour laquelle, avec la Confédération paysanne, qui est très maltraitée par sa concurrente qui s'appelle la FNSEA, qui est d'ailleurs dirigée par un homme qui est à la tête d'un outil tentaculaire, d'une véritable pieuvre, qui s'appelle Xavier Belin. Il est à la tête d'un groupe qui s'appelle Avril Sophie Protéol. Et je regrette que la presse n'ait pas dit la dernière fois, vous voyez, on voit des poulets là. Et récemment, il y a eu un scandale avec la production d'œufs. Cette société s'appelle Matine. Matine, c'est une filiale d'Avril Sophie Protéol. C'est-à-dire que le patron qui est supposé des agriculteurs mène des politiques qui les tuent. Nous sommes effectivement pour le retour à une agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement,
qui crée des emplois et qui soit respectueuse du consommateur. C'est la raison pour laquelle je suis très engagé avec des viticulteurs, avec des filles de viticulteurs comme Valérie Murat, pour qu'on passe d'une viticulture qui se nourrit beaucoup de la chimie et qui provoque des problèmes de santé, pour que progressivement on passe à la viticulture bio. Mais on ne fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut instituer ce qu'on appelle la fiscalité écologique, c'est-à-dire que vous faites payer plus cher, des taxes plus élevées à ceux qui utilisent beaucoup d'intrants, pour restituer cette part à ceux qui utilisent moins d'intrants, et donc passer progressivement de l'agriculture intensive à une agriculture plus paysanne. Oui, il y a la possibilité aujourd'hui de revenir à cette agriculture, mais il y a certaines catégories d'agriculteurs ou d'éleveurs qui sont aujourd'hui dans une situation absolument impossible. Alors, parce qu'on les a poussés à ça aussi. Tout semble fait aujourd'hui, semble-t-il, pour développer les villes, les grandes métropoles. La question que l'on peut se poser en creux, c'est qu'allons-nous faire de nos campagnes? Comment allons-nous vivre en milieu rural? Comment allons-nous exister? Et c'est Clémence qui aborde cette thématique. Durant ce semestre, plusieurs étudiants de l'école d'architecture de Bordeaux ont travaillé sur un projet d'une ferme de permaculture. Vous en avez des maquettes, des images. Et donc la permaculture, en s'appuyant sur des démarches existantes comme la ferme du Bec et Loin que vous devez connaître en Normandie. La permaculture, c'est un mode, une méthode et même un mode de vie qui s'appuie sur les écosystèmes dans leur ensemble, sur la question de la durabilité. C'est une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais est-ce que c'est un modèle susceptible de répondre à une demande globale? C'est un des modèles. Alors vous parlez de l'abbaye du Bec et Loin, la ferme du Bec et Loin qui est à côté de l'abbaye du Bec et Loin. Je vous parlais tout à l'heure de mes activités de journaliste. Le documentaire que j'ai fait avec Philippe Borel, qui s'appelle L'urgence de ralentir, montre de manière très longue et très argumentée le travail que fait ce couple. C'est un ancien, le monsieur qui conduit ce cheval, il était dans les grandes courses de voile en solitaire et sa femme était avocate et ils se sont reconvertis. Oui, la permaculture est un des outils. Toute l'agriculture bio, toutes les formes d'agriculture respectueuses de l'environnement et du produit sont nécessaires. Il faut que vous sachiez, je vous parle de Bordeaux, enfin on est de Talence, on est dans la métropole. Il faut que vous sachiez que la métropole n'a pas plus de 2 jours de souveraineté alimentaire devant elle. Donc tous les greniers de la métropole qui étaient Bègles, Blanquefort, Ézines, Bruges ont été l'objet de, non pas de spéculation immobilière, en tout cas, ont été construits. Et aujourd'hui, il faut reconquérir les friches et pour y implanter de l'agriculture. Alors c'est ce qu'on appelle les fermes urbaines, mais au-delà des fermes urbaines, il y a effectivement des zones. J'étais samedi matin avec les militants et les collectifs à Landiras contre le projet de ligne à grande vitesse qui doit passer à la fois dans les vignes et dans des chaînes qui sont plus que 100 cinquantenaires. À quoi ça sert pour gagner 1 heure entre Bordeaux et Toulouse? Et de toute façon, l'économie tuera parce qu'on n'aura pas les moyens de payer 5,5 milliards. Ces 5,5 milliards, il vaut mieux les investir justement dans le développement de cette agriculture de proximité et favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs. Alors pour revenir sur l'architecture, on pense peut-être que les architectes s'intéressent essentiellement à la ville. On va voir qu'il y a des projets autres, et notamment, Étienne, on va voir que vous avez travaillé sur des fermes pédagogiques qui seraient élaborées avec des maquettes et des images que nous allons voir là. Voilà, en projet, pendant le semestre, on a vu que les élèves de ma promotion avaient essentiellement porté un regard contemporain, une écriture contemporaine sur les bâtiments agricoles des différents projets. Vous devez savoir pourtant qu'en vrai, à partir du moment où un bâtiment est agricole, il n'y a aucune règle, il n'y a rien, comme si on s'en moquait totalement en fin de compte. Donc voilà, moi je voulais voir, la ville a plus d'importance que la campagne, elle a plus de lumière sur elle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est normal, c'est l'évolution pour vous ou c'est un constat? Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça montre la grande coupure entre la ville et la campagne. Comment on a détaché la campagne de la ville. Et la campagne aujourd'hui ne sert que de réceptacle à ceux qui ne peuvent pas être locataires ou acheter en ville parce que c'est trop cher et parce qu'on n'en offre pas suffisamment de possibilités de parcours résidientiel et de mixité sociale. On retrouve ces questions de rentabilité même dans l'organisation même du territoire. C'est pas une question de rentabilité, c'est une question de choix politique. Vous avez des villes qui ont 10% de logements sociaux.
Or, la loi impose qu'il y en ait 25%. À Bègles, il y en a 32,5%. Donc, il faut que chacun fasse un effort de mixité sociale pour éviter cette relégation sur ce qui sont des terres agricoles. Mais on ne résoudra pas le problème de la campagne uniquement par l'architecture. Quand on supprime des lignes secondaires au profit des lignes à grande vitesse, quand aujourd'hui vous avez en Ardèche, par exemple, le transport scolaire, le ramassage scolaire qui se fait par taxi parce qu'il n'y a plus de bus, quand vous supprimez les services publics dans les campagnes et dans les quartiers populaires, il ne faut pas vous étonner que la campagne meure. Alain Juppé, il s'est défendu de ça la dernière fois. Il nous a dit que quand il faisait des choses superbes pour sa ville, les prix augmentaient forcément et donc c'était pas de sa faute si les pauvres étaient chassés des centres-villes. Oui, ben moi je vous dis le contraire. Je vous dis qu'on peut faire des choses superbes, y compris pour les pauvres. Allez, il nous reste 5 minutes dans cette émission. 5 minutes. Vous l'apprendrez dans votre école d'architecture, ça s'appelle The Affordable Housing. Noël Mamère, à l'heure de l'urgence écologique, alors que chaque jour, on a parlé encore ce week-end et ces derniers jours d'inondations, d'érosion du littoral, de changement climatique, quelles mesures faut-il prendre de manière urgente? C'est le thème que nous allons aborder avec Margot. Noël Mamère, je suis votre blog et précisément, vous écrivez sur le blog de Noël Mamère, dans un article intitulé « Le crash programmé du nucléaire français », je cite, « Tout va mal pour les nucléocrates qui, enfoncés dans leur certitude bornée, n'ont pas vu venir l'essoufflement d'un modèle qui a fait son temps. » Alors, Noël Mamère, à la place du nucléaire, que préconisez-vous pour la France comme énergie de substitution? Plein de choses, il y a déjà plein de choses qui se passent. D'abord, sortons de cette image insupportable selon laquelle les écologistes voudraient supprimer le nucléaire pour le remplacer uniquement par les éoliennes. Non, on remplacera le nucléaire progressivement, comme le proposent les écologistes, pas du jour au lendemain, sur une période de 20 à 25 ans, en choisissant des politiques publiques qui facilitent, qui favorisent l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et le développement des énergies alternatives. Il y a un rapport de l'ADEME qui a été mis sous le boisseau pendant plusieurs années qui montre qu'en 2050, la France pourrait être alimentée en énergie uniquement avec des énergies renouvelables. On cite souvent l'Allemagne comme le mauvais exemple, ce n'est pas vrai. L'Allemagne a réduit sa part de charbon et augmenté sa part de renouvelables. Il se trouve que la France est très en retard en matière de développement des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, telles que le solaire, l'éolien ou la recherche de l'efficacité énergétique, c'est favoriser aussi l'autonomie. L'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est par exemple éviter de transporter 85% de nos marchandises par des camions et de les transporter sur des trains, sauf que la SNCF est le premier transporteur routier de France avec sa filiale Géodis, et qu'aujourd'hui en France, un train de fret roule à une vitesse moyenne de 18 km/h. Allez, il y a loin de la coupe aux lèvres. Une autre question, il nous reste 3 minutes. Arva. Alors, aujourd'hui, nous, la jeune génération, on est fortement sensibilisés aux problématiques durables. On nous parle de COP21, on nous parle de greenwashing. Moi, ce que je me demande, c'est que dans les faits, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que, par exemple, après la COP21, derrière les applaudissements, les beaux discours, ça va changer quelque chose dans notre vie à nous d'étudiants? À Bègles, par exemple, ça va changer Non, quoi? bien sûr que non. D'abord parce que la COP21, elle s'inscrit dans le long terme et non pas dans le court terme. Mais moi, je considère que la COP21, c'est d'abord un catalogue d'intentions, mais que le grand défaut et la grande critique qu'on peut lui adresser, c'est que ce qui a été décidé n'est pas contraignant. C'est la fameuse discussion qui a duré des heures entre shall et should. Et évidemment, c'est should qui l'a emporté. Donc maintenant, il faut compter sur deux grands pays qui doivent faire des efforts et qui sont contraints de le faire. Les États-Unis, mais principalement la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, elle connaît des problèmes de pollution tels que ça induit des problèmes sanitaires et des soulèvements sociaux. Donc la Chine y arrivera, mais par la contrainte. Et moi, je fais partie de ceux qui défendent une transition énergétique, une transition écologique par la voie démocratique, avec l'assentiment des populations. Allez, nous allons aller vers le terme de cette émission. Margot, quelques questions que l'on va appeler un peu flash, mais des questions importantes en fin d'émission. Justement, Noël Mamère, en parlant de voie démocratique, comptez-vous vous présenter aux élections législatives? Non, j'ai dit que Naïma Charaï, ma suppléante, était très bien placée pour ça. Je souhaite que le Parti Socialiste la désigne. Si elle ne la désigne pas, si le Parti Socialiste ne désigne pas ma suppléante, alors il me trouvera en face de lui. Il y a peut-être une autre question un peu plus importante encore. Très bien. Nous sommes déjà dans une ambiance des primaires et les élections présidentielles arrivent à grands pas. Oui. La question qui nous brûle les lèvres, Noël Mamère, allez-vous vous présenter aux élections présidentielles? Je pense que le mieux placé d'entre nous aujourd'hui est Nicolas Hulot, qui est le mieux placé pour expliciter notre projet de société. Mais il a dit qu'il ne voulait pas se présenter. Oui, enfin, il a dit qu'il ne voulait pas se présenter tout en disant « je prendrai ma décision en décembre ». Donc il préempte un petit peu le sujet et il empêche toute autre candidature de se déclarer. S'il n'est pas candidat, je pourrais me déclarer disponible à cette candidature. Une autre question pour finir cette émission?
on est ce que vous allez retenir, ensemble, ce que vous allez retenir de cette émission avec ces jeunes étudiants qui ont 20 ans et qui regardent la société à travers aussi votre discours d'aujourd'hui, qu'allez-vous retenir de ces échanges? Allez-vous vous en nourrir? Bien sûr, mais de toute façon, je pense que les hommes politiques, on a trop tendance à rester dans ce qu'on appelle l'entre-soi et qu'il est très important de profiter des opportunités qui nous sont offertes, de rencontrer les jeunes générations. Et quand ces opportunités ne nous sont pas offertes, c'est à nous d'aller vers eux. Et je pense que ces échanges sont... Moi, ils m'ont nourri en tout cas. Et je vais ressortir de cette émission plus sachant que lorsque j'y suis entré. Merci Noël Mamère. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de Questions de choix. Merci aux étudiants. Merci aux étudiants et aux enseignants qui ont participé à la préparation de cette émission, mais également aux équipes techniques de France 3 Aquitaine, également à Gilles Cousin et à Claire Combe. Excellente soirée, à très bientôt. Merci, au revoir.